continuer ces auditions. J'espère que le week-end a été pour vous, vous a permis de vous ressourcer parce que nous allons continuer dans un rythme intense et cette semaine va l'être tout particulièrement. Alors nous allons commencer par vous aujourd'hui, par l'audition de votre collectif. Donc je vous rappelle, les travaux de notre commission s'articulent autour de plusieurs axes et une ambition. Donc dans les axes, nous avons l'évaluation de la situation des mineurs et des majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. L'identification des mécanismes et des responsabilités qui permettent les violences et la définition de la responsabilité de chacun. Et une ambition, ça sera de formuler des recommandations pour améliorer la situation dans ces secteurs. Alors, mesdames, dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez nous présenter dans un court propos introductif, à peu près environ une dizaine de minutes, la jeunesse du collectif 50-50, les nombreuses actions qu'il mène en lien avec les sujets de la commission d'enquête dans le secteur du cinéma, et que vous puissiez aussi nous expliquer pourquoi, à votre sens, la prise de parole en matière de lutte contre les violences est si difficile dans le cinéma français. Et puis, dans un second temps, notre rapporteure, Francesca Pasquini, vous posera un certain nombre de questions. Ensuite, mes collègues auront également des questions, je l'imagine, et sans doute qu'on fera 2 salves de questions. Voilà, alors je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est également retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Mais avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, il y a quelques propos que je dois vous rappeler. Donc on va prendre 1h30, 1h15 environ. Donc je vous rappelle qu'au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, donc elle impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors je vais vous inviter à allumer vos micros. Voilà, je crois qu'on peut tous... Non, on ne pourra peut-être pas tous les allumer ensemble. Voilà, bon. Voilà. De lever la main droite et de dire « je le jure ». Et puis nous pourrons ensuite commencer. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Voilà, donc je vous remercie et vous avez la parole environ une dizaine de minutes. Ça peut évidemment déborder un peu plus, mais essayons de rester assez court pour ensuite avoir la spontanéité des échanges. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup à vous pour votre écoute. Pour dire déjà un premier mot de description de notre association et de ses actions, donc nous sommes une association loi 1901 d'intérêt général qui a été fondée en 2018 et je voulais commencer par lire la déclaration d'intention des signataires de notre association lors de sa création en février 2018. Donc la voici. Depuis quelques mois, nous nous demandons collectivement à l'initiative du Deuxième Regard, l'association qui préexistait au collectif 50-50, comment transformer un mouvement en mouvement. Alors que le cinéma français n'a pas été ébranlé par l'onde de choc de l'affaire Weinstein, il nous semble essentiel d'avancer sur des mesures concrètes qui dépassent le seul sujet des violences sexuelles. Nous pensons que la parité réduit les rapports de force. Nous pensons que la diversité change en profondeur les représentations. Nous pensons qu'il faut saisir cette opportunité de travailler à l'égalité et à la diversité parce que nous avons la certitude qu'ouvrir le champ du pouvoir favorisera en profondeur le renouvellement de la création. Nous pensons qu'il faut questionner la répartition du pouvoir. Comment faire? En challengeant nos institutions culturelles afin qu'en 2020, leur conseil d'administration soit paritaire. Nous pensons aux institutions publiques, mais aussi aux groupes privés, aux syndicats professionnels, aux festivals, aux jurys, aux écoles de cinéma. Nous attendons des décisionnaires, au cœur de ces instances, une prise de conscience visant à la parité, la jeunesse, la diversité, que la pluralité réelle de notre pays soit davantage représentée. Donc j'ai lu une partie, un extrait en fait de cette déclaration d'intention pour vous décrire un petit peu le positionnement du collectif 50-50. Là, depuis quelques années, c'est vrai que la question de la lutte et de la prévention contre les violences sexuelles a pris plus de place finalement par rapport au combat global pour l'égalité et l'inclusion. Mais pour nous, c'est vraiment une même lutte puisqu'on ne peut pas décorréler ce combat qui est le combat quotidien du collectif 50-50 pour une industrie plus égalitaire et inclusive et le combat
pour la lutte contre les violences. Aujourd'hui, le collectif 50-50, il rassemble environ 1000 adhérents, adhérentes chaque année, qui représentent en fait toute la diversité des métiers de l'industrie, de la production, en passant par la distribution, les comédiens, comédiennes, les agents, les agentes, directrices de casting. Je ne vais pas décrire tous les métiers, mais on couvre vraiment l'ensemble de la filière du cinéma et de l'audiovisuel. Pour en dire un petit peu plus sur notre association, donc on a 14 membres dans notre conseil d'administration. On a une équipe aussi permanente salariée de 3 personnes. Et nos actions se divisent en 4 axes principaux. Le premier, c'est vraiment la production d'études chiffrées pour pouvoir objectiver les perceptions et pour pouvoir avoir un levier concret et non subjectif à avancer à l'ensemble de la profession et au pouvoir public. Donc chaque année, on publie un certain nombre d'études chiffrées sur les questions de parité, de diversité, de représentation. Et cela nous permet justement d'aller contacter, de dialoguer avec l'ensemble des acteurs de l'industrie. À partir de ces constats-là, on coélabore avec les pouvoirs publics des mesures concrètes. On donne souvent comme exemple la première mesure qui a été créée par le collectif 50-50, qui est le bonus parité mis en place en 2019 pour inciter les équipes de production à un recrutement plus égalitaire au niveau des chefs de poste. Et puis ensuite, on a un travail de sensibilisation et d'accompagnement de toute l'industrie. Donc voilà, des festivals en passant par les syndicats, les écoles, les institutions. Et puis, nous créons des outils concrets pour accélérer le changement. Et donc parmi ces outils, je peux citer notamment l'annuaire inclusif, la Bible 50-50, qui permet de référencer des professionnels sous-représentés dans l'industrie et de les mettre en lien avec des recruteurs qui souhaitent justement adopter une démarche plus inclusive et paritaire dans leur démarche de recrutement. Et on a aussi un programme de mentorat qui nous permet de mettre en lien des jeunes intéressés par les métiers du cinéma et de l'audiovisuel avec des professionnels expérimentés et de faire justement cette mise en relation, puisque nos métiers sont des métiers de réseau, des métiers où finalement les processus de recrutement sont assez peu classiques et où justement tout repose sur la compréhension de codes et de fonctionnement assez opaque quand on ne fait pas partie de la grande famille du cinéma. Voilà un petit peu pour la description globale. Sur le sujet précis des violences sexistes et sexuelles, on a organisé dès 2020 les premiers états généraux de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en rassemblant autour de la table les syndicats, les associations féministes, en rassemblant aussi les institutions. Suite à cette première édition des états généraux, nous avons entamé la rédaction du livre blanc de lutte et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, qui se voulait comme un guide pour justement servir d'outil aux professionnels qui, on se rendait compte dès 2019-2020, étaient complètement désemparés face à ces questions de violence, face aux situations de violence. Et puis ce livre blanc s'est décliné en 2022 par un kit de prévention qu'on a coélaboré avec les CCHSCT cinéma et audiovisuel pour avoir vraiment des fiches très pratiques à disposition des professionnels pour agir et lutter contre les violences. Voilà, donc nous on est très souvent sollicité en fait par les professionnels, qu'il s'agisse de questions de parité, d'égalité, d'inclusion, mais aussi de prévention des violences. Donc on est aussi une association ressource pour accompagner l'ensemble de la filière face à ces différentes questions. Et on œuvre aussi sur les questions des violences sexistes et sexuelles à la mise en place de formations. Donc on a accompagné le CNC à la mise en place des formations obligatoires pour les gérants d'entreprises de la production, de la distribution et de l'exploitation depuis déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, on les accompagne pour la mise en place de formations obligatoires pour l'ensemble de la profession, et donc pas seulement les gérants d'entreprise, mais vraiment toute la filière, les intermittents, les intermittentes, les salariés, et voilà, l'ensemble des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Si vous voulez compléter. Juste compléter, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. J'avais 2 questions. J'avais effectivement une volonté que vous fassiez une présentation un peu générale, mais surtout l'idée c'était de nous dire dans un premier temps un peu qu'est-ce qui pour vous explique la prise en la parole, que la parole soit si difficile, et que par rapport à d'autres pays, en France, les violences aient peut-être été moins traitées que dans d'autres pays.
Alors, ce qui est très spécifique au cinéma, je pense que ça ne concerne pas que le cinéma, ça concerne en fait un peu tous les métiers qui sont traités dans cette commission d'enquête, c'est-à-dire vraiment ce qui est acceptable ou pas au nom de l'art. Et ça, c'est vraiment très spécifique. En dehors de ça, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas spécifiques à un milieu. Je pense que vous savez de quoi on parle. Tout le monde, toute la société entière sait de quoi il s'agit quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles, de violences morales également. Et on sait d'ailleurs que le premier lieu de violence, c'est la famille. Donc voilà, la spécificité vraiment du cinéma, elle concerne plutôt le fait, voilà, tout ce qui concerne le fait tout le monde s'est engagé a priori dans ce domaine-là par passion. Et donc, en fait, nous, c'est vrai que quand on réfléchit à ces spécificités, on se demande surtout qu'est-ce qui fait qu'en fait, ce domaine permet d'exercer des violences en toute impunité. Le cinéma donc se situe pas en dehors de la société, mais la fabrication des films, en tout cas, parce qu'on va parler de l'industrie qu'on connaît nous, elle passe la fabrication des films, elle passe par différentes étapes. Il y a des étapes qui sont très isolantes, notamment l'écriture de scénario, par exemple, ou parfois la post-production, où les gens sont justement en très petit nombre et assez seuls. Il y a des moments vraiment qui sont des moments de groupe. Donc les tournages notamment. Donc quand on tourne dans une région qui n'est pas la région dans laquelle on est domicilié, en fait, ça peut s'apparenter à une grande colonie, mais qui n'est pas une colonie de vacances, qui est une colonie de travail. Mais en tout cas, c'est voilà, un moment où tout le monde travaille dans une bulle et au service d'un projet. C'est-à-dire que il y a un système très hiérarchique et pyramidal dans la manière dont se fabriquent les films, et avec de grandes amplitudes horaires, parfois des horaires décalés. En fait, en discutant avec des psychologues du travail, on a pu identifier le fait que tous les facteurs un peu de risque en fait étaient réunis dans le milieu du cinéma et des tournages notamment, à savoir donc horaires décalés, une certaine précarité aussi parce que l'intermittence est de fait un statut précaire, c'est-à-dire qu'à chaque tournage, chaque membre de l'équipe joue plus ou moins sa carrière ou la suite de sa carrière. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont à avoir en tête. Et donc après, cet isolement aussi des proches dans un côté quotidien et d'une réalité quotidienne qui dure un temps. Donc voilà, en fait, donc ce que je disais tout à l'heure à propos de la passion, c'est que la plupart des travailleurs et des travailleuses du domaine du cinéma sont quand même engagés initialement par passion. Et du coup, cet engagement sous-entendrait que pour beaucoup, l'implication doit être totale. C'est vrai que si vous assistez un jour au premier jour d'un tournage, vous verrez que c'est assez fascinant et voire émouvant d'assister à la mise en place en fait de toute une équipe qui connaît assez bien son poste en général, parce que c'est un système très hiérarchisé qui fonctionne avec des codes bien spécifiques, et quand on connaît son travail, en fait, tout le monde va savoir exactement où aller, où se placer, et surtout tout le monde se met collectivement au travail, au service d'une œuvre. Et donc l'objectif, en tout cas dans ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, c'est vraiment de donner vie à ce que le réalisateur ou la réalisatrice a imaginé, et tout le monde se concentre là-dessus. Donc au nom de l'art, on aura tendance à excuser des désagréments, des comportements abusifs, des comportements violents, un peu comme si c'était le prix à payer. Et j'ai même très souvent entendu de la part de réalisateurs entre eux qui parlaient de tournages compliqués, de choses comme ça, oui, mais bon, de toute façon, à la fin, il n'y a que les films qui restent. Donc en fait, pendant très longtemps, ça fait quelques années que j'ai plus entendu ce propos-là, peut-être du fait de mon engagement personnel, mais en tout cas, le fait est que je sais que voilà, c'est quelque chose qui a longtemps été une espèce de réponse à « ok, ça s'est passé dans un temps violent, mais c'était que quelques mois pour la plupart des gens ». Et voilà, sauf qu'en fait, ces quelques mois, ils suffisent parfois à briser des vies. Et ça, c'est un point qui paraît complètement sidérant quand on se dit « bon, bah voilà, ça a été… c'est pas grave parce qu'à la fin, c'était le film qui restait ». Donc… ça c'est voilà, les films qui restent, c'est à une échelle comme ça grande vue de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur et qu'on se rend compte qu'on
qu'on se retrouve soit-même victime ou soit-même complice en fait de comportements parce qu'on ne sait pas comment prendre position face à des comportements abusifs, ou alors juste qu'on en est spectateur, qu'on a un sentiment, quelque chose comme ça, mais qu'on ne sait pas exactement comment faire. Ça paraît complètement fou en fait de nos jours de se dire qu'on va laisser les choses continuer en se disant juste que les films resteront. Et qu'il y a une vraie confusion en fait entre la liberté de création, la liberté d'agir aussi sans limite, au détriment de celles et ceux qui travaillent au service de l'œuvre. Il faut quand même toujours pas oublier, enfin vraiment ce truc de la passion, je le rappelle, parce qu'en fait ça reste un moteur, et c'est un moteur essentiel. C'est ce qui fait qu'en fait tout le monde a envie de continuer. Néanmoins, voilà, il faut aussi se dire qu'en fait la limite de chaque personne, elle est à respecter. Et voilà. Ensuite, on a dans ce qui fait un peu les spécificités, hein, bien sûr, c'est les figures d'icônes en fait d'acteurs, d'actrices et réalisateurs, réalisatrices qui sont intouchables. En fait, les chefs des tournages de films, légalement, c'est le producteur ou la productrice, mais dans les faits, la plupart des gens qui s'engagent sur un tournage se disent qu'ils travaillent au service du réalisateur ou de la réalisatrice. Et donc en fait, tout ça, c'est cette espèce de climat, en fait, avec une personne qui est une icône. Ça participe en fait au renforcement d'un système de protection des auteurs de violence, parce que au détriment de la protection des victimes, parce que ces personnes qui agissent en fait, sont aussi des personnes qui sont adulées par ailleurs. Il y a quelque chose que je dis assez souvent quand on nous interroge à ce sujet, c'est qu'il faut aussi avoir en tête que les amis des uns sont les abuseurs et les abuseuses des autres. En fait, il n'y a pas une personne qui est abusive 100% du temps. Ça n'existe pas. La plupart des personnes qui sont abusives sont aussi très sympas avec d'autres personnes. Et donc, la spécificité, en tout cas, du cinéma, c'est d'aussi se dire ah ben non, je le connais ou je la connais, trop sympa, quoi. Ben non, en fait... oui, trop sympa avec toi, peut-être parce que tu es à une position où tu ne vas pas te retrouver dans une position de vulnérabilité qui fait que tu risques d'être abusé par cette personne. Et par ailleurs, autre point concernant la relativité des comportements abusifs, c'est-à-dire que la plupart des gens dans le domaine du cinéma, étant donné que ça rassemble quand même... Ces rapports de domination font que ça rassemble beaucoup de personnes qui sont dans des positions de domination un peu abusives. La plupart des gens doivent leur ascension professionnelle à des personnes qui, si elles n'ont pas été abusives avec elles-mêmes, l'ont été avec d'autres. Et donc, on va plus ou moins se dire qu'il est compliqué de se positionner publiquement contre une personne, puisque cette personne nous a rendu service, alors qu'on sait qu'elle a détruit une autre personne. Enfin voilà, je parle des violences dans leur ensemble, tout en sachant qu'effectivement, il y a... parce qu'en fait, ça s'applique en fait à toutes les formes de violence. Attendez. Marche pas. Ah, c'est l'autre bouton. Pardon. Excusez-moi. D'habitude, c'est l'autre. C'était parce que là, vous êtes en train de répondre à des questions très intéressantes, mais j'aimerais aussi que notre rapporteur puisse vous poser quelques questions spécifiques. Et je pense que ça vous amènera à répondre à ce que vous étiez en train de faire, mais je pense que c'est important que notre rapporteur vous pose quelques questions. Est-ce que c'est possible juste de préciser dans tout ce qu'elle disait qui est pratico-pratique, c'est aussi le temps, notre travail, c'est un temps court. Et que, en fait, quand on travaille que 8 semaines, un contrat de 8 semaines, en fait, ça permet aussi beaucoup les abus parce que on a plus, enfin voilà, faut juste se taire pendant 8 semaines et après on passe à notre vie générale. Donc ce temps court, il est vraiment spécifique à nos métiers aussi et que vraiment le lien de subordination est énorme parce qu'en fait notre abuseur peut être notre chef de poste. On est tous des assistants de quelqu'un et que ça permet aussi beaucoup d'abus. Oui, excusez-moi de vous avoir coupé, mais je pense que c'était important que le rapporteur pose les questions, mais qui vont vous permettre de répondre, hein, je pense. On complétera, bien sûr. Merci, Monsieur le Président.
Effectivement, je pense on va poser les questions et puis de toute façon, voilà, il y aura des réponses au fil du temps. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a commencé les auditions la semaine dernière et on a eu du mal à avoir des chiffres. Alors c'est intéressant que ça soit aussi une partie de votre travail, le fait qu'il y ait des études chiffrées. Moi, je voulais revenir sur les témoignages de victimes que vous pouvez peut-être recueillir. Vous allez nous le dire d'ailleurs si, s'il vous est arrivé sur ces années d'activité de recueillir des témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles. Et donc, si vous en avez, des chiffres sur le nombre de témoignages que vous avez pu recueillir, mais également le type de personnes concernées. Est-ce que c'est plutôt des actrices et des acteurs ou des personnes qui travaillent sur les tournages? Si c'est des personnes qui travaillent sur les tournages, est-ce qu'il y a une figure qui est plus touchée que les autres? Et également le type de violence subie, parce que vous savez que notre commission d'enquête a un périmètre qui parle de violence, et donc c'est tout type de violence. Et aussi, vous étiez peut-être en train d'y venir avec vos propos. Quelles sont les spécificités donc de ces violences dans les mondes du cinéma et de l'audiovisuel? Vous nous avez dit brièvement qu'il y avait des moments lors des tournages qui étaient des moments où on était plutôt en petits groupes. Est-ce que, par exemple, ce sont des moments qui sont, selon vous, plus délicats, ou alors vos travaux et les témoignages que vous avez pu entendre vous laissent aussi penser qu'il y a d'autres moments où il y aurait des fragilités à pointer? Et aussi, est-ce que vous faites un accompagnement psychologique et judiciaire des victimes qui pourraient témoigner auprès de vous? Et si vous faites cet accompagnement et que vous avez aussi une vision sur l'après, quelles sont les difficultés auxquelles ces victimes sont confrontées, que ce soit dans le monde judiciaire, mais aussi peut-être certainement dans leur monde professionnel. Je vais peut-être poser 2-3 questions, si tu le permets, Juan, et pour après en faire une deuxième salve. Madame Djodovic, vous êtes aussi directrice de casting, et donc c'est un moment qui nous intéresse aussi particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des défaillances sur ce moment précis, sur la façon dont c'est organisé, sur la façon que c'est peut-être un peu une sorte de flou parce qu'il n'y a pas de contrat à ce moment-là qui est signé entre les personnes qui passent les castings et la production? Et quelles seraient selon vous les améliorations à pouvoir y apporter? Et en dernier lieu, si vous pouvez nous décrire aussi la situation des mineurs dans le monde du cinéma, parce que c'est aussi un périmètre de notre commission d'enquête, leurs conditions de travail, les horaires, les accompagnements justement lors des castings et des tournages, et si aussi vous avez pu avoir écho de violences qui, pour le coup, ont été faites de façon spécifique auprès de mineurs. Merci. Ça fait beaucoup de questions. J'espère que j'en oublierai sûrement. En tout cas, pour démarrer les premières questions sur l'accompagnement, enfin, par rapport aux témoignages en fait qu'on peut recevoir. Déjà, juste en fait, le collectif n'est pas une cellule d'écoute. Donc en fait, nous ne sommes pas là pour justement recueillir du témoignage. Donc on ne fait pas de chiffres par rapport à ça. Par contre, il y a la cellule d'écoute d'audience qui, je vous invite à les auditionner parce qu'eux ont des chiffres. Je sais qu'en tout cas, elle a été augmentée de 75% depuis que Judith Godrèche a parlé. Donc depuis février, les appels ont augmenté de 75%. Donc c'est le seul chiffre que je pourrais vous donner là aujourd'hui. Effectivement, nous, notre objectif, c'est, si on a fait en sorte de créer des outils, c'est que justement, quand on reçoit des témoignages, c'est de pouvoir justement renvoyer les personnes et les victimes ou les témoins aux personnes compétentes, ce qui n'est pas notre cas. On a toutes reçu la formation
VSS, mais pour autant, voilà, moi, on n'est pas psy, on n'est pas juriste, avocat, donc par contre, on renvoie toujours à la cellule d'écoute d'audience pour les conseils psychologiques et juridiques, au CCHSCT, qui est la commission de sécurité dans nos métiers, ou au syndicat aussi, parce que comme vous disiez, il y a les violences au sens large, donc la violence morale, elle peut être prise en charge par un syndicat. Donc c'est plutôt ça notre travail, nous, au sein du collectif, c'est en tout cas de renvoyer voilà, les victimes ou les témoins vers les personnes compétentes. Donc ça, c'était le premier point. C'était quoi l'autre question après? Donc oui, ça va dans le sens où du coup on propose pas d'accompagnement spécifique à part les outils qui existent déjà dans nos métiers et qu'on espère qu'ils s'améliorent toujours. Je pense qu'il manque encore de gens pour la cellule d'audience, par exemple. Voilà, c'est pas encore assez efficient, je pense, pour ça. Et après, le type de témoignage qu'on a pu recevoir, moi, je suis effectivement référente VSS au sein du collectif 50-50, donc je suis assez identifiée par ça. Donc j'ai reçu souvent des appels ou des mails. Et effectivement, c'est comme on parlait justement de régime féodal chez nous et de structures de postes avec des assistants, c'est souvent les personnes vulnérables dans nos postes professionnellement. Donc, c'est beaucoup de comédiennes ou de comédiens qui sont des petits rôles ou des seconds rôles du cinéma. C'est beaucoup de jeunes techniciennes qui sont assistantes ou voire stagiaires. Moi, c'est beaucoup de stagiaires, en fait, aussi, parce que le cinéma recrute, emploie énormément de stagiaires à tous les postes de nos métiers. Et donc, c'est souvent, effectivement, ces personnes-là qui sont celles qui appellent en tant que victimes, et souvent pour se plaindre de leur chef, en fait. Donc, ce n'est pas que producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices, mais ça peut être aussi leur chef de poste, technicien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais des violences en règle générale, ou que les syndicats peuvent aussi aider à la lutte contre les violences morales. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien aussi renvoyer aux syndicats, leur dire qu'il y a des gens pour nous protéger dans nos droits. Et en tant que directrice de casting, si j'ai à peu près répondu à... Ouais, Clémentine complétera. Et en tant que directrice de casting, par rapport au casting, oui, en fait, le problème, c'est que c'est un endroit un peu isolé, qui est un endroit assez intime, en fait, parce que c'est un lieu de recrutement, mais de manière... voilà, on est seul avec un comédien ou une comédienne et c'est pas toujours bien encadré par les sociétés de production qui n'ont pas toujours de quoi nous accueillir convenablement parce qu'ils ont des petits bureaux. Voilà, c'est pas de leur fait des fois. C'est pas un manque de volonté. Des fois, c'est juste une question. On n'a pas l'argent pour avoir des plus grands bureaux et donc du coup, on peut être dans des endroits un peu isolés et qu'effectivement, si on est maltraitant, on peut maltraiter. Et ça, c'est une réalité au casting. Après, je sais que moi, je fais partie d'une association que vous allez auditionner qui s'appelle l'ARDA. Et on s'est constitué une charte de déontologie. Et effectivement, avec les syndicats, avec le nouvel avenant qui a été signé, il y a des choses qu'on ne peut plus faire en casting, c'est-à-dire mettre les femmes, les comédiennes seins nus ou nues. Voilà, c'est des choses qui pouvaient exister pour recruter une comédienne, c'était de voir son corps. Moi, je m'y suis toujours refusée, mais j'ai pas toujours réussi à gagner ces combats-là. Donc, j'ai déjà des fois été une victime collatérale, témoin d'un réalisateur qui décide de mettre une actrice seins nus alors que personne ne lui a demandé, ne l'a prévenue de ça et moi-même n'étant pas prévenue de ça non plus. Donc ça, c'était des choses qui étaient possibles et qui ne le seront plus a priori, en espérant que les producteurs et productrices vérifient tout ça, qu'il y ait un peu plus de cadres pour nous. C'est souvent une question d'argent, c'est louer des bureaux adéquats, c'est aller vérifier qu'on se comporte bien, c'est ne jamais être seul avec les comédiens et comédiennes, c'est que les comédiens et comédiennes aient le droit de venir accompagner. Alors ça, c'est pareil, ça a été signé dans l'avenant de la convention collective. Maintenant, on l'a écrit noir sur blanc qu'un comédien et une comédienne a le droit d'être accompagné à un casting. Et en ce qui concerne les mineurs, par exemple, moi, je caste aussi beaucoup d'enfants. Je suis en ce moment en casting enfants de 6 à 11 ans.
Et je laisse ma porte ouverte, par exemple, quand je caste des enfants, pour que les parents puissent entendre ce qui se passe dans ma salle de casting. Alors, je ne les fais pas rentrer dans ma salle parce que les enfants n'aiment pas jouer devant leurs parents, et je le comprends. Mais par contre, je veux qu'ils puissent entendre tout ce qu'on se dit. Parce que moi, des enfants de 6 à 9 ans, 6 à 11 ans, j'en ai qui peuvent pleurer parce que tout d'un coup, ils ont peur, ils n'ont plus envie. Et c'est important que les parents aussi entendent ça. Parce que des fois, ils ne se rendent pas compte qu'entre l'envie à la maison, je vais faire un casting, et puis arriver devant moi, une inconnue, avec mon assistante qui est aussi une inconnue, tout d'un coup, ils n'ont plus envie. Et je veux que les parents ne les forcent pas à dire « mais t'étais moins timide à la maison », des choses comme ça. Donc, c'est important qu'en fait, tout le monde puisse rendre les choses plus transparentes. Et je trouve que le casting était un lieu très opaque. Et que je pense qu'il doit être plus transparent. Et moi, je n'ai rien à cacher dans mon métier. Donc, voilà, moi, je laisse la porte ouverte. Et déjà, c'est une chose qui ne se faisait pas. Bien au contraire, il fallait toujours fermer la porte. Donc voilà. Et après, spécifiquement aux mineurs, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, mais... Madame. Je veux bien, si je peux. Merci. À propos des quelques questions que vous aviez posées, notamment sur les caractéristiques, voilà, les conditions dans lesquelles tout ça se passe, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y a plusieurs choses déjà. Donc, de la même manière que Sophie décrivait la façon dont se passent les castings, la porte fermée, voilà. En fait, géographiquement, il y a quelque chose d'assez fort qui se passe sur les tournages. Je le disais au début, c'est une chorégraphie. En fait, les tournages sont très balisés géographiquement. Chaque espace est dédié à un corps de métier. Voilà, il y a les loges, il y a les camions, les stocks, etc. Donc, c'est un rapport très territorialisé qu'il y a dans le travail. Et en fait, il y a un petit côté, c'est mon espace, c'est ma loi. Donc je pense que c'est important en fait aussi effectivement de faire. Pour nous, on est toujours en train de militer pour plus de prévention, voilà. Mais ça, c'est un point en fait qui est tellement ancré culturellement dans la manière de se déplacer sur les tournages qu'en fait, il est presque omis la plupart du temps. Et de la même manière, en fait, que s'il y a une situation d'abus d'une personne, en fait, tout étant tellement chorégraphié et tout se reproduisant en fait quotidiennement dans cette gestion des espaces, finalement, c'est assez compliqué pour des personnes qui, par exemple, ont eu un problème à tel endroit qui est sur le chemin de leur poste, en fait, de l'éviter. En fait, il y a une espèce de chorégraphie qui se répète comme ça régulièrement. Donc, c'est compliqué en fait de sortir des routines des tournages qui sont déjà très établis. Et enfin, il y a évidemment quelque chose qu'on ne peut pas omettre quand on parle de cinéma, et je pense que ça sera le cas quand vous parlerez de tout, du théâtre, je crois que vous vous intéressez aussi à l'industrie de la mode, voilà, c'est que tout ça est associé à une certaine culture de la fête. Parce que tout le monde est un peu dans un état d'esprit similaire. Voilà, il y a un côté d'une communauté en tout cas, et une assez bonne entente, une assez bonne ambiance en général. Voilà, et beaucoup de pression qui font que tout le monde a envie de se détendre à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine. Voilà, donc la culture de la fête est très ancrée dans le monde du cinéma. On le sait. Là, on revient du Festival de Cannes, on en a fait l'expérience une année de plus. Et très bien qu'il en soit ainsi. Néanmoins, il y a un énorme tabou autour de la consommation de substances psychoactives. Les substances psychoactives vont aller de consommation d'antidépresseurs pour les personnes qui sont aussi en souffrance, parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement épuisées par leur travail, voilà, ou d'anxiolytiques, mais évidemment allant jusqu'à l'usage plus régulier, en tout cas pour la plupart des gens, d'alcool, de drogue plus ou moins dure. Et en fait, on parle des violences, mais on parle très peu de cette question de consommation qui est en général périphérique à tout ce qui est débordement en fait dans les agissements. Et donc quasiment chaque fois qu'on nous rapporte quelque chose, une situation qui est problématique, qui a été problématique, la plupart du temps, la personne qui est accusée d'avoir débordé, abusé, agressé,
est une personne qui était sous l'emprise d'une certaine substance. Donc, il y a un assez gros tabou autour de cette question-là. Et avec le collectif 50-50, on a cherché à poser une première pierre autour de la consommation des substances psychoactives parce que lors de nos assises, donc cette année en 2023, en décembre 2023, on s'est aperçu en fait que c'était un sujet qui travaillait beaucoup de personnes. En fait, il y a une espèce de d'ambiance, de camaraderie, de choses comme ça, qui fait qu'en fait, parfois, on ne sait pas vraiment comment se sortir de ça, qu'on va être un peu la personne qui fait que la fête est moins marrante, si en fait, on commence à dire, en fait, là, ce qui s'est passé, ça ne me va pas, je ne sais pas quoi. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont présentes, omniprésentes, mais donc on va pas forcément faire de prévention, en fait, autour de ces fêtes-là. Les fêtes vont se passer. Et on va pas dire, en fait, sachez que là, si vous faites la fête dans le cadre de ce tournage, en réalité, ça va être la responsabilité du producteur et de la productrice, que vos comportements qui débordent, en fait, vont avoir un impact sur mon travail, sur notre travail à toutes et à tous. Et là, c'est depuis quelques années que ces questions-là émergent. Mais ça, je vous parle de ça donc, dans un contexte de tournage. Mais l'industrie du cinéma, ça va de l'écriture à la diffusion. Et donc, dans les festivals, c'est la même chose. On a, nous, fortement incité le Festival de Cannes, notamment, à renforcer son affichage. Parce que la prévention doit concerner évidemment les personnes qui vont potentiellement être victimes, mais elle doit également concerner les personnes qui vont potentiellement agresser. Et c'est-à-dire que ça paraît tout simple, mais mettre derrière chaque porte de toilette une affiche qui dit comportement correct exigé et pas de tolérance en fait pour les abus, ou si vous êtes victime de telle violence, vous pouvez contacter telle cellule disponible de tel à tel moment. En fait, rien que ça permet à certaines personnes de se dire « Ok, s'il m'arrive quelque chose, je suis protégée », mais de dire aussi à d'autres personnes qui ont tendance à trouver que c'est super sympa de vivre sa vie sans réfléchir à la personne qui est en face de soi, peut-être qu'il faut que je me calme, quoi. Voilà. Attendez. Que effectivement, là, souvent, dans les spécificités que vous me posiez une question tout à l'heure, c'est le fait qu'on tourne aussi, comme elle disait, en région, enfin en dehors de notre lieu de domiciliation, et qu'en fait le soir, c'est très propice en semaine, effectivement, pour exercer des violences, parce qu'effectivement on oublie qu'on est toujours dans le cadre du travail et qu'effectivement c'est l'endroit où on est un peu plus festif, où on a besoin de boire un verre pour se décontracter, et le besoin de boire dans nos métiers est quand même assez questionnant, parce qu'on sait que l'alcool sert justement à la décontraction, parce qu'on est très stressé, très fatigué, et qu'en fait, pourquoi on a autant besoin de se décontracter après la journée, c'est une vraie question aussi en termes de dureté du travail. Parce que comme c'est un métier qui fait rêver, qui est assez fantasmé, et on oublie qu'en fait, les petites mains de ce métier travaillent, d'ailleurs on les appelle les ouvriers, en fait c'est très fatigant physiquement, très épuisant, et que ça entraîne en fait des mauvais comportements. Et ça c'est très important de le rappeler aussi. Avant de repasser la parole à la rapporteure puis aux collègues, vous avez, j'ai noté un paradoxe intéressant dans nos débats. Vous parlez de chorégraphie. Donc, chorégraphie, c'est codifié. Et on voit qu'il y a une codification informelle de... Bon, je connais un petit peu ce milieu, et vous l'avez dit, c'est mon espace, c'est ma loi. Et on a l'impression que la loi, pour le coup, de la République qui existe, on a un code du travail, n'est pas du tout appliqué. Donc, c'est un sujet sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que le code du travail tel qu'il est défini aujourd'hui est suffisant? Ne devrait-il pas être adapté pour un certain nombre de métiers comme il l'est parfois, et dont le cinéma est le champ de notre étude? Et deuxièmement, vous avez dit tout au début aussi cette question de la hiérarchie, où aujourd'hui vous avez un chef qui n'est pas le responsable. C'est-à-dire que vous avez un chef qui est sur un tournage, effectivement, en tout cas dans le modèle français, le réalisateur, mais le responsable au regard du droit du travail, et même est le producteur. Et juste avant, rapidement, pour laisser la place à d'autres questions de Francesca et de mes collègues, est-ce que vous pensez que le Code du travail est suffisant et devrait-il être adapté ?
En fait, on a notre convention collective qui pallie un petit peu des fois au code du travail plus général. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est même pas qu'il y a il y a plein de chefs. C'est-à-dire qu'il y a le réalisateur qui est considéré comme un chef alors qu'il n'en est pas un. Mais encore une fois, je vous parlais des chefs de poste, le chef opérateur, l'ingénieur du son. Enfin, Enfin, moi, je veux faire directrice de casting, j'ai une assistante. Donc, en fait, c'est le problème, c'est qu'en fait, on est chef, on a un lien de subordination, mais pour autant, aucune responsabilité effectivement derrière. Donc ça, c'est vrai que ça peut être ça peut être un souci effectivement quoi. Et vous avez dit autre chose. Oui, les territoires, c'est effectivement en fait. Par exemple, les loges, c'est vraiment un lieu où l'abus peut être très fort parce que si un acteur a envie d'être exhibitionniste dans ses loges ou tripoter la maquilleuse pendant qu'elle le maquille, en fait, ça, il le fait sans souci, encore une fois, parce que tout d'un coup, c'est un peu son endroit de détente. Justement, c'est l'endroit où il peut se reposer, tout ça. Enfin, et donc le HMC, donc qui est le lieu habillage, maquillage, coiffure, et parce qu'il n'y a pas, encore une fois, les loges telles qu'on les appelle, c'est que les acteurs très connus et les actrices très connues qui y ont accès. Tous les autres acteurs, eux, sont au HMC, quoi. Donc, c'est un peu c'est comme avec la figuration qu'on met tous qu'on parque tous dans un coin et peu importe ce qu'ils peuvent bien y faire et comment y vivre. Donc, c'est aussi tout ça qui marche mal. Et je ne sais pas s'il y a des choses enfin, c'est surtout qu'en fait, les producteurs et productrices de nos métiers ont oublié qu'en fait, ils étaient chefs d'entreprise, en gros. Et en fait, là, aujourd'hui, on est en train de leur rappeler ça. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je passe mon temps à leur expliquer ça, parce que je suis aussi dans les syndicats, qu'en fait, ils se considèrent collaborateurs et collaboratrices comme les autres, alors qu'en fait, ils sont nos employeurs. En fait, il faut juste leur rappeler le code du travail. Je pense qu'il est suffisant, le code du travail. Il faut juste leur rappeler qu'en fait, ils sont employeurs et employeuses et qu'ils ont des responsabilités, que faire ce choix-là de métier, en fait, ça incombe des grandes responsabilités. Et en fait, je pense qu'on choisissait producteurs et productrices comme on aurait pu choisir un autre métier du cinéma, sans prendre en considération, en fait, l'importance de la responsabilité qu'on a en tant qu'employeur et employeuse, et que j'ai remarqué que souvent, d'ailleurs, les producteurs et productrices se rappellent à nous, techniciens et techniciennes, quand ils ont des problèmes. Quand il n'y en a pas, là, ils se considèrent pour le coup plus employeurs, employeuses. Quand il s'agit de parler de salaire, là, tout d'un coup, ils se rappellent qu'ils sont employeurs, employeuses. Mais dans la manière de fonctionner dans nos métiers, de comment on travaille ensemble, là, le collectif, il fonctionne pas toujours très bien. Et moi, je pense que c'est surtout ça qu'ils sont en train de réaliser pour la plupart d'entre eux et d'entre elles. C'est qu'en fait, ils sont chefs d'une petite entreprise et qu'ils ont beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Madame la rapporteure. Et ensuite, mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste revenir sur le moment du casting et notamment des castings qui sont faits auprès des enfants. Si je comprends bien, il n'y a pas de formation spécifique pour pouvoir faire passer un casting à un enfant. Est-ce que selon vous, ça c'est un point important à travailler, la façon dont on s'adresse à un enfant ne doit pas être la même avec laquelle on s'adresse à un adulte. Les temps, peut-être, les questions qu'on peut poser. Par exemple, si un enfant vous dit j'ai plus envie de passer un casting, voilà, le fait de ne pas insister, de respecter ses volontés et ce que lui peut exprimer. Et d'ailleurs, en fait, je voulais savoir un peu comment on devient aussi directeur ou directrice de casting. Est-ce qu'il y a une formation spécifique? Et puis, concernant la société de production qui finalement est responsable d'un point de vue légal, mais qui n'est pas présente, si je comprends bien, tout le temps sur un tournage, voire parfois peut-être pas du tout. Est-ce que vous pensez que du coup il faudrait qu'il y ait plus de présence
de la production sur les tournages pour qu'ils puissent voilà, voir comment ça se déroule, être aussi à l'écoute du coup des personnes qu'ils emploient sur les tournages, notamment s'il se passe des choses voilà, qui ne devraient pas se passer, s'il y a des violences, pour qu'ils puissent être à l'écoute et enclencher aussi des systèmes d'alerte très rapidement. Alors, au casting, il n'y a pas de formation, effectivement, pour ce métier. C'est un métier c'est parce on s'est formé à d'autres postes qu'on est devenu directeur et directrice de casting. Pour ma part, moi, j'ai un bachelor en réalisation. Donc, c'est ça ma formation. J'ai toujours fait du théâtre. Donc, en fait, ça a été assez logique pour moi. Mais j'ai commencé comme assistante mise en scène. Donc, j'ai aussi pu voir ce que c'était le plateau. Comme on parle de VSS, moi, j'ai pas tellement aimé le plateau en tant que jeune femme qui démarre dans ce métier à 25 ans, 24 ans, 24 ans. Et donc, j'ai très vite voulu le quitter, ce plateau. Et effectivement, passionnée des comédiens et des comédiennes, je suis venue au cinéma par ce biais-là. Et que je jouais, que je savais diriger les acteurs, j'ai fait du casting. Mais ça a été, voilà, j'ai pas une formation de directrice de casting. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de certification. Encore une fois, par exemple, l'ARDA essaye de pallier à ça, justement, où on n'y rentre pas comme ça dans cette association professionnelle, parce que justement, on veut créer une espèce de labellisation qui compense en fait un manque qui est une certification et qui fait que on doit avoir quand même un certain CV, c'est-à-dire que en fait c'est notre expérience professionnelle qui pallie au diplôme entre guillemets, et que à partir du moment où on n'a pas cette expérience professionnelle, on ne peut pas entrer à l'ARDA. Donc cette association, elle sert aussi à ça, c'est-à-dire dire que voilà, si on y est, c'est que normalement on a une charte de déontologie, on a l'expérience et la compétence pour exercer notre métier. Et au sein de l'ARDA, on est aussi en train d'écrire une charte pour le travail des mineurs, justement, et comment accueillir les mineurs en casting et jusqu'au plateau de tournage. Et enfin voilà, on a mis beaucoup de choses en place par rapport à ça. Et effectivement, moi j'ai mon BAFA par exemple, mais c'est vrai que j'ai pas un certificat non plus pour caster les enfants. Et en fait, c'est vrai que moi, j'aurais aucun problème si on me dit tu dois suivre une formation d'une semaine, je ne sais où, avec l'AFDAS, parce que tu ne casteras plus d'enfants si tu n'as pas cette certification, je la passerai en fait. Et parce que je veux continuer à faire du casting enfant, c'est pas du tout le même travail qu'avec des acteurs professionnels adultes. Effectivement, voilà, on n'est pas du tout sur le même travail, parce que voilà, on ne dirige pas les enfants comme on dirige les adultes et les professionnels en tout cas. Donc oui, il y a une grande part de psychologie à avoir. Alors moi, de par mon parcours, j'ai un peu tout ça, mais je pense tout le monde n'a pas ces choses-là. Moi, je trouve ça fou qu'on n'ait pas, oui, au minimum un BAFA pour pouvoir prendre en charge les enfants. Alors d'autant plus sur un tournage où normalement le responsable enfant est obligatoire et il n'est pas toujours existant et que ce responsable enfant, quand il existe, n'est pas toujours expérimenté. Et donc ça, c'est un vrai manque aussi qui est en train de s'améliorer, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi avec la commission enfant spectacle qui peut-être ne prend pas assez en charge. Voilà, c'est pas juste des heures de travail, un enfant. Moi, j'ai constaté que c'est pas là-dessus qu'on peut le maltraiter, l'enfant. C'est pas parce qu'il a fait 5 heures au lieu de 4. Par contre, le manipuler dans une direction d'acteur, lui demander des choses qu'il ne veut pas dire. Moi, en fait, je parle du consentement tout le temps avec les enfants à partir du moment où ils rentrent dans mon bureau, en fait. Je commence toujours je leur explique qu'il y aura plusieurs étapes de casting aussi parce que ça leur permet d'avoir le temps de changer d'avis s'ils ont besoin et de leur rappeler tout le temps qu'en fait, ils ont le droit de changer d'avis. J'ai une petite fille, moi, qui m'a pris dans les bras à la fin de ma séance il y a 15 jours parce qu'en fait, elle avait plus envie au casting. Elle s'est mise à pleurer. Et en fait, je lui ai dit, on arrête. Et je lui ai dit, tu as le droit. Et si tu veux revenir la semaine prochaine, tu reviens. Et si tu veux plus jamais revenir, tu ne reviens pas. Enfin, j'ai fait mon travail, en fait, normal.
Bon, bref. Et ben, elle m'a pris dans les bras tellement elle me remerciait d'avoir su écouter son consentement et le fait qu'elle ait le droit de plus avoir envie et d'avoir peut-être envie dans 2 heures. Et elle aura quand même le droit aussi de rechanger d'avis. Et juste de lui avoir dit ça, concrètement, elle m'a pris dans les bras pour me remercier. Donc ça montre à quel point les enfants les écoutent peu pour me remercier à ce point-là quand on leur dit qu'ils ont le droit de dire non. Merci. Ouais. Je voulais préciser quelque chose à propos des formations. En fait, c'est que la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine ont plus ou moins appris leur métier sur le tas. Et c'est la même chose du côté des producteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des formations de production, mais en réalité, c'est vrai que la plupart des personnes, en fait, n'ont pas forcément étudié le droit avant de devenir producteur et productrice. Donc, il y a vraiment une méconnaissance du droit du travail. Quand vous demandiez si le droit du travail était insuffisant, en réalité, ce qui est insuffisant, c'est la connaissance qu'a le secteur à cet égard-là. Mais alors, j'entends, mais vous savez, quand vous êtes dans tout un tas de métiers, vous êtes chef d'entreprise et vous n'êtes pas nécessairement. Et il y a des obligations légales quand vous êtes employeur. Et c'est là-dessus qu'il faudra peut-être qu'on travaille. Juste avant de passer la parole à Sarah Legrain, dans l'ordre, Monsieur Salmon et Monsieur Coulombe, moi j'ai une petite question à vous poser sur. On vient de parler là des certifications et de l'éventualité aussi d'avoir des diplômes. Aujourd'hui, il y a plein de métiers où il faut avoir un diplôme en particulier pour exercer ce métier. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a jamais eu ce diplôme, donc il faudrait la reconnaissance par le VAE, mais est-ce qu'à terme, par exemple, vous seriez plutôt favorable à ce que pour être directeur ou directrice de casting, il puisse falloir avoir une validation, soit des acquis, soit un diplôme, une formation diplômante. Idem pour les coachs pour enfants et pour l'accompagnement des enfants. Tout ça, est-ce que tout ça doit être mieux encadré à votre sens? Ah bah oui, moi j'aurais adoré que dans mon école de cinéma, on me propose la formation de directrice de casting parce que c'est là que je pense que c'est là que j'aurais été. Donc bon, il se trouve qu'aujourd'hui mon diplôme c'est mes 20 ans de métier. Et donc, j'espère que mes 20 ans de métier font preuve de diplôme. Mais effectivement, pour les gens qui démarrent, je pense que ça... Enfin, oui, moi, je suis pour au moins des certifications. Enfin, c'est-à-dire que comme disait Clémentine, c'est un métier aussi on est beaucoup autodidacte et on commence justement par des stages. Donc, c'est le stage qui nous fait... la formation, c'est le stage dans nos métiers, en fait. Moi, j'ai mon assistante, je l'ai formée au casting parce qu'elle a d'abord été ma stagiaire. Et du coup, je lui ai appris le métier pendant son stage qu'elle a fait pendant plus d'1 mois. Et après, je l'ai embauchée comme assistante. Donc, en fait, depuis 3 ans, elle fait ce métier-là avec moi. Elle est devenue passée de stagiaire à assistante. Et en fait, elle a appris le métier de casting. J'ai été sa formatrice, en fait. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Moi, j'ai été moi-même, en tant qu'assistante, formée par ma directrice de casting. Donc, quand tu es avec des gens qui font ça bien, et ben, c'est parfait. Et quand ils sont... Moi, j'ai aussi des collègues qui ont eu des fois des directeurs de casting quand ils étaient assistants, qui les ont quand même assez maltraités moralement. Donc c'est vrai que quand on est formé dans la part de la maltraitance, on peut devenir soi-même maltraitant une fois qu'on a atteint le poste qui nous l'autorise, enfin, qui nous le permet, plutôt qu'il nous l'autorise. Et donc, du coup, ça, c'est un vrai problème. Donc, oui, moi, je suis pour un responsable enfant, même, effectivement, encore une fois, dire cast enfant, même la formation de directing de casting, mais comme j'aimerais qu'il y ait un référent anti-harcèlement, que ce soit un poste et plus une mission faite bénévolement par des techniciens et techniciennes, et que cette personne-là soit formée également, et qu'elle existe dans nos métiers un peu partout, à tous les endroits, parce que moi, je suis en prépa, justement, je suis pas sur le plateau, et on oublie tout le temps... voilà, un film, on a oublié de le dire, mais un film, ça se fabrique en 3 étapes: prépa, tournage, post-prod, et on ne parle que du tournage. Alors, c'est vrai que c'est le lieu, je parle de la fin. Oui, alors, le développement, pour moi, je parle en prépa, parce que moi, des fois, je suis même en développement, en casting, parce que je cherche des acteurs connus pour financer. Et en tout cas, toute cette phase-là, effectivement, elle est quand même très... oui, il n'y a pas de contrat. Des fois, on travaille. Nous, on arrive à se faire payer des fois pour faire cette phase-là de développement, de financement avec les acteurs et les actrices connus. Mais tout ça est très flou. Et
Et il n'y a pas effectivement de règles établies en convention collective. Et c'est effectivement là où il y a encore des manques. Merci. Sarah Legrain. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces échanges qu'on avait commencé de façon un petit peu informelle au Festival de Cannes la semaine dernière. Mais je suis très heureuse, encore une fois, que cette commission d'enquête existe et qu'elle permette vraiment d'aller au fond de ces sujets. Vous avez bien montré tous les paramètres qui se cumulent comme autant de facteurs de risque en fait, pour les violences, que ce soit la pression, la précarité, en termes de conditions de travail, etc., la dimension à la fois très hiérarchique, potentiellement quand même informelle et festive. Et là, on a beaucoup parlé d'éléments de prévention. Du coup, et de toutes vos préconisations en la matière, moi, je voulais peut-être revenir spécifiquement sur les constats que vous faites et les préconisations que vous avez en matière de procédure dès lors qu'il y a un signalement. C'est-à-dire, bon, la prévention n'a pas fonctionné, une violence a eu lieu. Et souvent, on est focalisé sur le plan judiciaire. Et d'ailleurs, souvent avec un prisme pénal. Donc, ça, on connaît, l'orientation vers la justice. Peut-être que vous pouvez nous dire les choses que vous préconisez pour cette orientation-là. Ensuite, il y a la dimension du Code du travail que mon collègue Balanon a souligné. Donc là, bon, je reviens un peu sur les mêmes questions, mais voilà, de ce côté-là, l'employeur, on sait que du point de vue du Code du travail, il a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés. Bon, vous avez l'air de dire que ça n'a pas l'air d'être bien connu, mais est-ce qu'on identifie bien sur un tournage et aussi dans la préparation et dans la post-prod qui est en réalité le responsable légal en matière de code du travail? Il y a peut-être un problème de formation, mais un problème aussi d'identification des responsabilités. Et après, au-delà de au-delà de la question justement judiciaire, qu'est-ce que vous constatez et comme pratique, bonne pratique, qu'est-ce que vous préconisez en matière de mesures de précaution qu'on peut prendre, c'est-à-dire avant et hors toute décision de justice, hors toute décision administrative. Je sais qu'il y a eu récemment des exemples de tournage où il y a eu par exemple un protocole de confinement sur un réalisateur qui était accusé de violence. Est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait au moins inscrire dans des chartes éthiques qui feraient que dans certains tournages, on aurait la garantie qu'il y a ce type de procédure? Et est-ce que même ça peut s'inscrire dans la loi, même s'il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est coupable, mais juste de dire que quand il y a des accusations, eh bien, il y a un protocole à suivre pour protéger les éventuelles victimes et éviter que les violences potentiellement se redoublent. Donc c'était sur cet aspect-là que je voulais vous interroger. Merci beaucoup. Avant de répondre, on va prendre les autres questions pour grouper. Donc, Monsieur Salmon. Oui, merci Monsieur le Président, merci Mesdames pour votre présence et vos éclaircissements. J'aurais deux questions, une pour revenir sur la place des parents dans le cinéma. Vous avez beaucoup parlé de la partie casting et j'aurais voulu avoir des petits éclairages sur la partie tournage, comment les parents, quand des jeunes enfants sont utilisés comme acteurs, interviennent. Est-ce qu'ils sont présents sur les tournages? Est-ce que les enfants sont laissés à la libre disposition des productions? Et donc j'aurais aimé quelques éclairages sur ce fonctionnement. Et deuxième question, plus généralement sur sur l'augmentation du nombre au moins de dévoilements d'affaires récemment. Est-ce que ça ne serait pas lié à une évolution de la société? Comment vous voyez ça? Parce que vous avez parlé de la culture de la fête présente dans le cinéma. Est-ce que vous sentez une évolution dans le monde du cinéma depuis de longues années? Moi, je pense qu'il y a eu des modifications. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur ce point. Est-ce que c'est lié à une évolution du cinéma ou c'est quelque chose qui est récent? Voilà, je vous remercie. Allez-y pour les réponses. On va faire deux, parce que sinon après ça fait des questions trop... Voilà. Ok. Merci pour vos questions. Alors juste, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec les mesures qui existent déjà, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe comme formation ou pas? Est-ce que c'est clair pour... Non, vous me faites non. Alors je vais juste récapituler un tout petit peu parce que je pense que c'est important d'avoir... Ça dépend. Ça dépend. Parce que tout le monde dit ça suffit pas, mais en fait vous savez pas ce qui suffit pas. Ouais. Si, nous on sait, mais allez-y, okay. Allez-y. Très bien, donc je vais aller rapidement. Sachant qu'on va auditionner aussi les personnes tout le monde. Donc, mais allez-y rapidement. En fait, c'est vrai que comme j'ai écouté les précédentes auditions, je vois que finalement ça n'a pas forcément été mentionné. Non. Donc je me dis qu'au finalement à la fin, on va arriver à la fin des auditions, on n'aura même pas parlé de ce qui Si, vous vraiment. inquiétez pas. Ok, bon d'accord. Mais je m'inquiète pas, mais je vous le dis quand même. Donc on a donc il y a effectivement donc la cellule d'écoute audience qui recueille la parole anonymement et qui peut proposer un accompagnement juridique et psychologique.
Il y a une formation obligatoire de 3 heures pour les gérants et gérantes d'entreprises de production, de distribution et d'exploitation. Et donc ça, cette formation-là, c'est un rappel à la loi en fait. Il y a également des formations qui sont accessibles à tous les salariés de l'audiovisuel et du cinéma, qui sont remboursables à 100%, sans carence pour l'intermittence, qui sont de une journée pour les fondamentaux, et pour 3 jours quand on veut être référent ou référente harcèlement. Sachant que ces formations-là sont pour l'instant facultatives, c'est-à-dire que c'est seulement les personnes qui sont intéressées par le fait de les suivre qui les suivent. Depuis décembre 2023 a été annoncée l'extension de l'obligation des formations à l'ensemble des participants et participantes au tournage de films. Donc pour l'instant, ça ne concernera pas les personnes qui sont en prépa ni les personnes qui sont en post-production. Pour l'instant, c'est uniquement les personnes qui participent au tournage, qui suivront 2h30 à distance et 2h30 sur le plateau, donc autour de ces questions de violences sexistes et sexuelles. L'intégralité des personnes sur le plateau. Voilà, l'intégralité des personnes sur le plateau, en sachant que tout le monde n'est pas forcément présent au jour 1. Ouais. Donc on ne sait pas concrètement pour l'instant si tout le monde sera vraiment présent. C'est d'abord les chefs de poste qui vont être sensibilisés. Alors d'abord les chefs de poste. Ok. Ça va être graduel, en fait. Bon, ça n'a pas encore techniquement démarré, donc on attend de voir comment ça va être, mais normalement donc ce sera d'abord les chefs de poste. Voilà. Bon, et ça, c'est les fameuses conditionnalités pour recevoir les aides du CNC. On est d'accord. Alors, la conditionnalité, elle était pour les 3 heures jusqu'à présent, et maintenant, elle va s'étendre à tout le monde. Sauf que pour l'instant, ça va pas. L'idée, c'est d'avoir formé tout le monde, que les gens suivent éventuellement la formation plusieurs fois. Compte tenu de l'état de notre industrie, je me dis que c'est pas si mal que les gens la suivent plusieurs fois. Mais il n'y a pas. Pour l'instant, la conditionnalité n'est pas encore complètement mise en place, étant donné que on peut pas, tout ne peut pas être garanti à 100%. Voilà, ça a été mis en marche assez. On a eu du mal à faire en sorte que ça se fasse parce que c'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps. Ça se fait, c'est génial. Néanmoins, ça se fait vite, et donc on ne sait pas encore concrètement. Voilà, je pense que d'ici 6 mois, on aura un regard un peu plus, avec un peu plus de recul sur la manière dont est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que c'est suffisant ou pas. Ce sera jamais suffisant, c'est sûr, mais en tout cas, est-ce que ça fonctionne bien et est-ce que tout le monde est préformé. Vas-y, Sophie. Non, c'est juste qu'effectivement, c'est une formation en 2 modules. Donc, il y a le distanciel auquel tout le monde peut avoir accès. Et le module 2, donc la moitié de la suite de la formation, va être faite que pour les gens sur le tournage. Donc, ça, effectivement, exclut beaucoup de monde. Mais en tout cas, la sensibilisation des 3 heures qu'ont eu les employeurs, en tout cas, au moins, tout le monde pourra l'avoir eu. Et ça veut dire que le rappel à la loi ne sera pas exclusivement fait aux employeurs et employeuses. Et donc ça, c'était déjà rétablir un espèce d'équilibre, parce qu'encore une fois, le savoir ne doit pas être codominant, et qu'il faut que tout le monde ait accès au savoir pour être plus fort. Et donc, ce qui existe aussi depuis un certain temps dans les dossiers qu'on dépose, en fait, lorsqu'on produit un film, on doit déposer avant le tournage un dossier de demande d'agrément des investissements. À la fin du tournage, on dépose un dossier d'agrément de production dans lequel on liste les personnes qui ont participé au tournage, etc. Dans ces dossiers-là, il est également fait mention de référent harcèlement, référente ou référent harcèlement, en sachant que ces personnes-là, jusqu'à présent, en tout cas, n'ont pas l'obligation d'avoir été formées aux formations de 3 jours. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont désignées qui ne sont pas des personnes formées, et qui parfois aussi sont des personnes qui, en fait, ne sont pas des personnes qui vont susciter, je pense, la confiance compte tenu du poste qu'elles occupent. Donc ça, c'est un point sur lequel nous, on estime qu'il faut absolument travailler et trancher de façon plutôt légale, en fait, c'est-à-dire déterminer qui sont les référents et référentes harcèlement, qu'il n'y ait pas qu'une personne qui soit aussi, soit parce qu'il y a quand même une assez grosse scission souvent production, technicien, technicienne, qu'en fait, il puisse y avoir des personnes qui soient un peu de tous les côtés, parce que l'idée vraiment, c'est quand même de travailler tous ensemble et tout ensemble mieux.
nous, on travaille quand même à ce que les choses aillent mieux, à ce que les choses s'améliorent. Donc, on pointe tout ce qui dysfonctionne. Tout a l'air d'aller mal, mais en réalité, on a quand même envie que les choses s'améliorent et on voit qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'en fait, un référent ou une référente, c'est un poste tellement lourd parce qu'en plus de ça, voilà, quand il y a un cas vraiment grave, c'est-à-dire d'un viol, les personnes ne sont pas forcément outillées pour recueillir une telle parole. Et en plus de ça, le poste de référent, c'est normalement qu'on est censé conduire une enquête. C'est complètement disproportionné en fait dans les responsabilités, en sachant que cette personne n'est pas ni payée ni formée pour, quoi. Donc ça fait partie des points qui sont absolument à soulever, je pense. Par ailleurs, on a aussi une grande disparité de langage parlé, c'est-à-dire que, étant donné que tout un tas de gens ne sont pas formés, il y a « ah ben non, mais c'était juste une blague » et « ben non, c'est un agissement sexiste ». Voilà, il y a des visions qui s'opposent et en réalité, on se rend compte qu'on peut toujours quand même continuer à rigoler quand tout le monde est au courant de ce qui se passe, quoi. Ça va pas arrêter, ça va pas faire que les choses ne sont plus drôles, ça va juste faire qu'il y a des gens qui arrêtent de rire au détriment des autres. Donc les dispositifs qui sont existants, en tout cas, doivent absolument être renforcés. Et il y a également le cas des clauses assurantielles qui existent déjà, qui doivent être à tout prix renforcées. J'ai l'impression que Fanny, tu veux parler, du coup je te passe la parole parce que je pense que tu vas bien en parler. Non, mais c'est ça, tu commençais à l'évoquer. Il y a déjà depuis quelques années une clause assurantielle qui a été créée justement pour permettre une interruption des tournages pour justement pouvoir faire face et gérer les situations en cas de signalement. On en a parlé tout à l'heure, les difficultés que rencontre aujourd'hui l'industrie par rapport à la gestion des violences sexistes et sexuelles est liée à la rapidité et à l'espace assez court du tournage où on peut avoir tendance à se dire il faut tenir parce que le tournage est bientôt fini. Donc en fait on se rend compte qu'aujourd'hui pour réussir à bien agir, et c'était votre question, et en fait il faudrait pouvoir arrêter le tournage pour pouvoir engager une structure externe, et pour arrêter le tournage en fait on a besoin de dispositifs et notamment de dispositifs assurantiels. On s'est rendu compte que cette clause qui existe depuis plusieurs années n'a jamais été mobilisée par les productions, donc ça c'est un problème et il y a plusieurs raisons à cela. Parce qu'en fait, elle n'a pas été bien élaborée, et c'est-à-dire que les motifs de déclenchement de cette clause ne sont pas adaptés à la réalité des situations auxquelles les productions sont confrontées. Donc il y a vraiment cette question des clauses assurantielles qui est à mobiliser. Je sais qu'il y a le travail est en cours, mais là, il faudrait vraiment qu'on puisse accélérer ce processus-là. Et puis après, nous, ce qu'on préconise beaucoup, c'est le recours à une structure externe pour mener les enquêtes, parce qu'encore une fois, on va conseiller dans le cadre de formation aux productions de mener les enquêtes en interne, mais nous, ce dont on se rend compte, c'est que il y a une grande défiance, et c'est ce que tu évoquais, Clémentine, notamment de l'équipe de techniciennes envers la production qui va mener ces enquêtes, où on va avoir des clans qui se forment et où on va pas pouvoir réussir à mener à bien ces enquêtes. Donc pour nous, faire appel à un organisme externe pour mener ces enquêtes, c'est vraiment une étape obligatoire. Juste une question de Madame la rapporteure, une demande de précision sur les clauses assurantielles et sur les assurances. Oui, pardon, juste j'avais une question sur ce point-là. Vous dites que selon vous, la clause n'a pas été bien élaborée et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle n'a pas encore jamais été mobilisée. Est-ce que vous pouvez nous faire un exemple, par exemple, sur quel point est-ce qu'elle n'est pas précise ou pas, en tout cas applicable dans la réalité des faits? En fait, là où c'est par exemple compliqué, c'est pour qu'on puisse arrêter le tournage pendant 5 jours pour le temps d'une enquête, justement, il faut soit avoir fait un signalement au procureur de la République, et à un moment, c'était même l'addition d'une plainte plus le signalement au procureur de la République. Et ce qui est compliqué, c'est que nos métiers sont ce qu'ils sont et que je n'ai encore jamais vu un producteur, une productrice capable, par exemple, d'aller signaler à un procureur de la République son réalisateur ou sa réalisatrice pour des faits de violence, parce que les liens sont justement de manière très... c'est-à-dire qu'on dit qu'on est... c'est censé être des relations professionnelles, mais c'est aussi souvent des relations amicales de 20 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont battus ensemble pour construire leur film. Et en fait, signaler au procureur, c'est presque dire
tu es coupable. Enfin, et donc, du coup, c'est très compliqué pour un employeur de trancher à ce niveau-là. Donc effectivement, ça ne devrait pas être aussi... Enfin, n'importe qui devrait pouvoir signaler au procureur, par exemple, pour qu'un contrat assurantiel puisse fonctionner. Et là-dessus, et qu'il n'y ait pas besoin d'une plainte non plus, en fait, pour qu'on puisse enquêter sur des faits de violence. Parce que c'est vraiment ça qui empêche... Enfin, je sais que, voilà, l'exemple que vous citiez de ce tournage qui a du coup confiné son réalisateur pour finir le tournage. Enfin, cette productrice, elle a dépensé beaucoup d'argent personnellement, enfin, voilà, pour pouvoir pallier à beaucoup de choses, parce qu'elle n'a pas pu mettre en place son contrat. Et après, pareil, l'enquête, il y a un temps limité. C'est pas plus d'un mois après la fin du tournage. Donc, en fait, on sait que les plaintes se font pas forcément... Là, sur l'exemple de ce tournage, la plainte, elle s'est pas faite sur le tournage. Enfin, donc, de toute façon, le contrat assurantiel n'aurait pas fonctionné. Parce que on sait bien que les victimes ne portent pas plainte dans les 48 heures ou dans les 2 semaines, en fait. Parce qu'il faut déjà se réaliser qu'on a été victime. Et donc, ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça que je rappelais au début les spécificités. C'est que, étant des métiers à temps très court, moi, je me sens presque comme... je me sens proche des intérimaires, moi, en étant intermittente. Donc du coup, voilà, ça empêche aussi beaucoup de procédures et de bonnes enquêtes, parce que justement, rien n'est fait pour qu'on puisse le faire correctement, parce que les temps sont trop courts et les délais pour les faire sont trop courts. Pardon, Oui. comme on a juré de dire toute la vérité, Oui. je veux Alors, juste c'est dire mieux, que oui. j'ai connaissance il y a un film sur lequel on a connaissance du fait qu'il y a eu une interruption de 3 jours. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais je me dis que si ça pouvait se jouer contre nous, voilà. Donc voilà, il y a un film et c'est sur des centaines de films qui sont faits par an. C'est assez parlant en fait, comme en matière d'incapacité. Et parce qu'il y avait eu une plainte effectivement déposée dans les 24 heures. Ok, merci. On reviendra sur ces questions. J'ai signalé que je pense on n'avait pas nécessairement pour l'instant prévu de voir les assureurs. Et je pense qu'on va aussi auditionner les assureurs spécialisés de ces domaines-là. Ça sera pour nous certainement instructif. Il y avait la question de Monsieur Salmon et après Monsieur Coulombe qui avait une question. Les enfants. En fait, c'était par rapport aux parents, c'est ça, la place des parents sur les tournages et en général. Justement, en fait, il y a une obligation, encore une fois, de l'employeur de mettre en place un responsable enfant qui est obligatoire et qui doit justement avoir une certification des compétences pour exercer cette mission de responsable enfant et qui doit l'accompagner normalement jusqu'à la promotion du film. Donc pas que sur le tournage. Et effectivement, ce responsable enfant, il n'est pas toujours... il n'a pas toujours les compétences parce que les films n'ont pas tous les mêmes budgets et que des fois on peut sacrifier certaines choses parce qu'on n'a pas les moyens d'employer un responsable enfant. Donc on peut demander à un stagiaire ou un assistant de faire comme une mission, en plus de son poste, de s'occuper, entre guillemets, d'être la nounou. On disait beaucoup, il y a des nounous. En ce qui concerne les parents, moi je pense que c'est très important de les impliquer tout le temps. Ils sont autant ignorantes que les enfants de ce qu'est notre métier. Donc c'est pour ça que je parlais de moi, j'aime me laisser la porte ouverte dans mes castings, parce que je veux que les parents comprennent ce qu'on y fait. Et sur un tournage, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en même temps, ils peuvent pas être trop présents, parce que c'est quand même... on est le seul métier où on fait travailler les enfants, hein, donc ça aussi, c'est une très très grande responsabilité que nos métiers ont, et que pareil, je pense je pense que très peu de gens avaient conscience quand je disais que les patrons,
nos producteurs et productrices n'avaient pas conscience que c'était des patrons et des patronnes, et je pense qu'on oublie aussi qu'on est le seul métier, la mode, le cinéma, tout ça, à faire travailler des enfants, des mineurs. Donc c'est une énorme responsabilité. Et on prenait peut-être ça un peu trop à la légère. Alors, ça s'est quand même amélioré depuis 40 ans, mais dans la considération qu'on a de traiter les enfants. Mais en fait, il faut trouver un juste milieu, parce que les parents ne peuvent pas non plus devenir les nounous sur un tournage. Donc, il faut, parce que des fois, on ne pouvait pas lier à ça. L'enfant est sur le plateau et est pris en charge un peu par l'ensemble de l'équipe sans avoir un référent particulier. Et puis, après, il retourne avec ses parents qui ne sait pas plus que ça ce qui s'est passé dans la journée, alors qu'un responsable enfant, justement, il fait le lien du plateau aux parents. C'est la personne de l'enfant, donc c'est lui qui peut être à l'écoute justement du consentement de l'enfant à tous les moments, toutes les étapes du film. Donc en fait, pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est ce poste-là, et qui doit vraiment... il suffit pas de le rendre obligatoire. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est c'est qu'on vérifie qu'il existe. Que les producteurs et productrices aient bien mis en place ce poste sur un tournage et qu'il y ait quelqu'un pour aller vérifier. Et c'est pour ça que je parlais de la Driette, parce que je trouve que des fois, on a l'impression que c'est, à part regarder le plan de travail d'un film et le nombre d'heures de tournage d'un enfant, moi je sais qu'encore une fois, c'est moins fatigant pour un enfant de tourner que d'aller à l'école. Il fait 7 heures à l'école, l'enfant. Moi, j'en connais, il va de 8h à 18h, ils sont à l'école. Sur un tournage, on dit il ne faut pas qu'il fasse plus de 4 heures. Mais en vrai, ça peut être 4 heures de manière consécutive, c'est pas forcément mieux. Donc, je trouve qu'il n'y a rien n'est fait, en fait, pour que l'enfant soit bien traité, entre guillemets. Et c'est pareil, on oublie tout le temps que, en fait, ça peut être aussi comment on le considère. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on les met, un coup ils sont enfants rois, un coup on peut les maltraiter. Enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de juste milieu. Et c'est pour moi, cette personne-là, elle est essentielle et elle doit exister dès la validation d'un enfant, en fait, jusqu'à la fin, comme je vous disais, jusqu'à la promotion du film, parce que cette personne-là, c'est vraiment celle qui va pouvoir relever s'il y a des problèmes. Dans la charte que l'ARDA, je pense, vous évoquera, c'est aussi l'idée d'avoir un suivi psychologique. Parce qu'on fait de la médecine du travail, mais c'est un généraliste, par exemple, qui vérifie si l'enfant il est apte à tourner. Mais en fait, pour moi, c'est un suivi psychologique avant, pendant, après. En fait, c'est vérifier que tout s'est bien passé, parce que moi, j'ai vu des enfants tourner et être très chouchoutés alors que leur environnement familial n'était pas cela. Et retourner dans sa précarité familiale quand on a été chouchouté pendant 2 mois, c'est très très violent et ça crée des dysfonctionnements après chez l'enfant qui ne sait plus en fait pourquoi il y a certaines personnes qui le traitent bien et d'autres qui le traitent mal. Donc voilà, ça manque vraiment vraiment beaucoup d'encadrement et on est il y a des améliorations, mais il y a des obligations, mais c'est pas encore vraiment bien traité et bien mis en place. Et c'est des histoires de budget. Merci. On arrive bientôt au terme de notre audition, on l'a dépassé, mais j'ai encore une question de Monsieur Coulombe et peut-être des éléments de demande complémentaires de Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour vos témoignages qui sont très éclairants dans de nombreux domaines. Moi, j'avais une première question au départ que je voulais vous poser, mais elle a déjà été posée et surtout, vous y avez répondu, qui était celle de qu'est-ce qui singularise en quelque sorte l'industrie du cinéma par rapport aux autres secteurs d'activité. Et vous l'avez dit, je le rappelle, les horaires et les lieux décalés, l'isolement, la hiérarchie, l'entre-soi, un peu de cooptation, l'emprise, l'ambiguïté des situations, l'ambiance festive, etc. Mais la question que l'on se pose tout de suite après, c'est que la loi est la même pour tous. Alors même si tout le monde n'est pas obligé de connaître sur le bout des doigts le code du travail, par contre, tout le monde dans notre société a intégré en quelque sorte les tabous ou également de quoi sont constituées les violences sexistes et sexuelles, y compris bien évidemment dans le domaine de l'activité professionnelle du cinéma. Et la question que l'on se pose, c'est on a le sentiment que finalement, celles et ceux qui s'en rendent coupables et qui sont censés connaître le côté délictuel, voire criminel de ces actes, semblent en quelque sorte nimbés d'une sorte
d'immunité ou d'impunité ou d'inconséquence, mais enfin quelque chose qui les affranchirait en quelque sorte d'intégrer les conséquences que peuvent avoir ces actes sur le plan pénal et judiciaire, et qui sont les mêmes, alors là, pour le coup, pour tous les citoyennes et citoyens de notre pays. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une façon de s'affranchir, en quelque sorte, des conséquences de ces risques, et lorsqu'ils se sont avérés par les actes répréhensibles? Comme l'a dit monsieur. Le pouvoir, hein, avant tout, parce que je sais pas, regardez le mouvement MeToo Hôpital du moment où on lit des choses qui sont absolument choquantes, où en général, j'ai lu pour l'instant aucun témoignage d'aides-soignants qui sont très abusifs à l'égard de chefs de service. Donc c'est vraiment des questions de pouvoir et de domination. Voilà, en fait, ça s'applique à toute la société. Je vais te laisser poursuivre, Fanny, mais en tout cas, certes, le cinéma a ses spécificités et a la spécificité d'être dans la lumière, de faire rêver les gens. Moi, ça me paraît toujours incroyable que le Festival de Cannes fasse toujours rêver les gens alors que les gens n'ont pas vu les films. Enfin voilà, c'est quand même assez incroyable ce fantasme que ça peut véhiculer. Néanmoins, les questions de pouvoir et de domination existent en politique. Vous en avez fait tous et toutes l'expérience, je pense aussi. Je connais en fait personne qui évolue dans des domaines dans lesquels il y a des questions de pouvoir qui puisse me dire « Non, moi, j'ai jamais rien vu de déplacé. » quoi. Voilà. Je te laisse poursuivre, Fanny. Oui, et pour compléter par rapport à ce que vous disiez, on a la sensation, je crois, en travaillant sur ces questions depuis plusieurs années, que non, justement, en fait, on n'est pas tous au même niveau par rapport à nos connaissances sur les violences sexistes et sexuelles. On s'est rendu compte dans les nombreuses formations qu'on a faites qu'en fait, il y avait quand même un certain nombre de personnes qui réaliser à peine les différentes caractérisations des violences, que ce soit par le droit du travail ou par le droit pénal, et qu'en fait, quand à plusieurs reprises, on a fait passer des quiz à des professionnels, justement pour mieux savoir caractériser les violences, eh bien, on était... Je dis on parce que globalement, l'ensemble de l'industrie était assez mauvaise pour répondre à ces différents quiz. Donc là, attention, on n'est pas dans la mauvaise foi, c'est-à-dire que les personnes qui perpétuent ces violences, on n'est pas en train de dire qu'elles ne sont pas au courant qu'elles perpétuent des violences. En revanche, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant surtout, c'est la question de la responsabilisation de toutes et tous. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue, c'est que quand on est témoin de choses qu'on est capable de caractériser, on aura plus facilement tendance à justement organiser un environnement de travail qui ne tolère pas ces violences et à réagir parce qu'on a vu quelque chose qui était inacceptable. Et c'est là où la question de la formation est vraiment indispensable. C'est parce que non, je ne crois pas que les gens soient aujourd'hui, que ce soit dans l'univers du cinéma et de l'audiovisuel et dans la société, capables de bien caractériser ces violences. Et on entend encore parler de drague lourde et on entend encore parler de gestes déplacés, là où en fait il faudrait parler d'agissements sexistes, il faudrait parler d'harcèlement sexuel, il faudrait parler d'agression sexuelle. Et donc on se rend compte que malheureusement aujourd'hui, ce sont des caractérisations qui ne sont pas bien effectuées. Merci. Et pour compléter, juste, c'est la culture du viol, en fait. Enfin, ça, c'est la société aussi. Et la justice, enfin, en fait, quand on parle pas, c'est parce qu'on sait que personne n'est jamais condamné. L'impunité, elle existe que parce qu'en fait, on sent qu'on va pas être sanctionné. Donc, en fait, ça, pour moi, ça dépasse même nos métiers. Encore une fois, du cinéma et de la mode et tout ça, c'est dans la société. On ne condamne pas les gens qui exercent des violences, en fait. Et du coup, on n'ose même pas aller les dénoncer puisqu'on sait elles ne seront pas condamnées. Et dans tous les témoignages qu'on a pu avoir publiquement d'actrices, la majorité d'entre elles n'ont pas porté plainte. Parlent de leurs expériences, racontent leurs expériences personnelles, mais pour autant ne vont pas devant la justice parce qu'elles ont l'impression qu'effectivement cette impunité, elle existe au niveau de la justice, en fait. Donc après, je sais pas, on devait parler de ce qu'on aimerait avoir, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait certaines réformes judiciaires, qu'on puisse faire des plaintes collectives, par exemple, quand qu'on comprend qu'il y a une sérialité dans les comportements. Enfin, je veux dire, là, ça dépasse vraiment le cinéma. Je pense que, enfin, nous, ça nous aiderait dans nos métiers du cinéma, mais là, c'est une réforme de la justice. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et effectivement, nous, un référent anti-harcèlement externe à l'équipe, ce serait formidable aussi. Oui, Madame la rapporteure, et c'est vraiment, on a déjà dépassé, et le problème c'est qu'on enchaîne. Ouais. Voilà. Je précise que si vous voulez nous compléter vos propos, nous envoyer des propositions, nous prenons les contributions écrites, évidemment, avec grand plaisir. Oui, pardon.
Malgré le fait qu'effectivement, on ait droit aussi à recevoir des contributions écrites et considérant que c'est la dernière question de cette audition, est-ce que vous avez des éléments de réflexion que vous souhaitez nous partager aujourd'hui et qu'on n'aurait pas abordé lors de ces questions? Alors justement, ça permet de donner une continuité à la prise de parole de Sophie à l'instant et de répondre à la question aussi de tout à l'heure auquel on n'a pas répondu, qui était est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui avec justement ce qu'on pourrait appeler la libération de la parole. Alors c'est vrai qu'il faut aussi nuancer parce que ça fait longtemps que les femmes parlent et les victimes parlent. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'écoute. Alors c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu plus d'écoute chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il faudrait pouvoir continuer dans ce sens-là. En revanche, encore une fois, comme le disait Sophie, si 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, on peut toujours écouter, mais on ne va pas inciter les femmes à porter plainte et on n'incitera pas les personnes susceptibles de perpétuer des violences à cesser. Donc pour nous, il y a vraiment aussi une urgence à réformer en fait notre système juridique. Et donc nous, on s'associe vraiment à la position de la Fondation des femmes qui propose une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça comprend ce dont parlait Sophie sur la question des différentes plaintes pour viol, et notamment la possibilité d'une prescription glissante, c'est-à-dire la possibilité de rouvrir la prescription lorsque plusieurs victimes sont connues pour un même agresseur. Ça comprend aussi une réforme en profondeur avec un budget, puisqu'aujourd'hui, l'État dépense seulement 12 millions d'euros pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, quand on comptabilise qu'il faudrait en fait plutôt 360 millions d'euros au minimum pour répondre aux seules victimes qui portent plainte, sachant qu'il n'y a que 6% des victimes qui portent plainte par rapport aux personnes qui subissent des violences. Donc voilà, je cite très rapidement ces éléments-là, mais il nous faudrait aussi créer de meilleures conditions pour porter plainte, ça c'est aussi une évidence, faciliter la collecte des preuves et mieux protéger les victimes qui ont porté plainte. Voilà un petit peu pour les demandes assez rapidement. Permettre aussi aux victimes de faire appel d'une décision de relax et avoir un meilleur accès aux soins spécialisés pour les victimes, comme le remboursement des soins de psychotrauma. En fait, on considère qu'en effet, il y a des spécificités dans le cinéma et l'audiovisuel, mais qu'en réalité, le cinéma ne se situe pas en dehors de la société et que si notre justice n'est pas efficace pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, on ne va pas aller bien loin. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on voulait rajouter. On comptabilise en effet plus 164% de plaintes pour viol depuis MeToo. Donc en effet, il y a plus de plaintes qui sont comptabilisées, mais il va falloir qu'on puisse répondre à ces plaintes. On va juste ouais, pareil, rapidement. voilà, je finis juste pour compléter, j'ai plus d'argent en fait, que les ministères créent des budgets VSS en fait, que le ministère de la Culture, parce que le CNC, la DRIELS pourront faire ce qu'ils veulent si on leur donne pas des sous et des moyens humains pour mettre en place tous les outils qu'on a créés. En fait, ça ne changera pas. Il faut de l'argent en fait, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et en fait, tout le monde dit oui, il faut arrêter, mais personne met de l'argent sur la table pour que ça s'arrête. Donc moi, j'attends qu'il y ait un budget VSS dans chaque ministère, en fait. Ok, merci. On a bien